Nous sommes le 18 mai 2026, et pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, il faut comprendre une seule nuit. Le 7 mai, tout ce qui a poussé l'Iran à frapper une centrale nucléaire pendant un cessez-le-feu le 17 mai, tout ce qui amène le secrétaire à l'énergie à déclarer publiquement que la méthode militaire sera employée dans les prochains jours. Tout ce qui explique pourquoi des opérateurs de la Delta Force sont stationnés au Moyen-Orient depuis mars, en attendant l'autorisation liée à Ispahan, tout ce qui explique pourquoi l'opération Sledgehammer est nommée, préparée et positionnée. Parce que le 7 mai est la nuit où toute la logique stratégique de ce conflit a été décidée, même si le monde n'a pas encore pleinement compris ce qui a été décidé cette nuit-là, ni pourquoi ces conséquences se font encore sentir dans chaque développement qui se déroule autour de nous en ce moment. Il existe un vieux principe en stratégie militaire, on ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas voir. Dans la nuit du 7 mai, quelque part, dans les eaux sombres du détroit d'Ormuz, les États-Unis ont trouvé une façon de contourner ce problème. Ils ne sont pas partis à la recherche des armes cachées de l'Iran. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont attendu patiemment, délibérément, que l'Iran sorte lui-même ses armes de leur cachette. Ce qui a suivi n'était pas une bataille au sens conventionnel. C'était l'acte final d'un piège tendu des semaines, peut être des mois à l'avance. Et cela a produit la destruction la plus complète, en une seule nuit, d'une doctrine militaire dans l'histoire moderne du Golfe Persique, suivie de l'échec de propagande le plus révélateur de l'histoire de 47 ans de la République islamique. Et maintenant, 10 jours plus tard, avec un drone iranien à l'intérieur du périmètre d'une centrale nucléaire et l'armée américaine qui intensifie ses sorties Wild Weasel au-dessus du détroit, à un rythme de patrouille aérienne de combat continu, la question n'est pas de savoir si ce qui s'est passé le 7 mai a été décisif. La question est de savoir si l'organisation qui a échoué aussi complètement le 7 mai comprend déjà à quel point elle a échoué de manière décisive, et si la réponse à cette question est visible dans la frappe de Baraka, qui dit, dans le langage opérationnel le plus direct possible, que non, mais revenons complètement en arrière. Parce que pour comprendre pourquoi le 7 mai n'a pas été seulement un engagement militaire, mais le point de bascule opérationnel de tout ce conflit, il faut comprendre ce que l'Iran a passé des décennies à construire sous le littoral du Golfe Persique. Il faut comprendre pourquoi il le construisait, ce que cela devait accomplir, et ce que la nuit du 7 mai a produit lorsque des décennies de construction ont rencontré le système de combat Aegis de 3 destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke que les États-Unis avaient positionnés dans le détroit, précisément pour pousser le CGRI à faire exactement ce qu'il a fait. Voici le tableau complet de ce que l'Iran a construit sous les montagnes et le littoral de ses provinces du sud au fil de décennies de construction militaire patiente. Les planificateurs militaires iraniens ont passé des années à creuser des réseaux de tunnels dans la roche sédimentaire et les formations de sel le long de la côte sud de l'Iran, précisément dans la géographie qui borde le Golfe Persique. C'est là que le point d'étranglement navigable de 20 et 1 000 marins du détroit d'Ormuz crée le levier central de la pensée stratégique iranienne depuis que le CGRI a été organisé pour la première fois comme force révolutionnaire. Sur l'île de Keshem, la plus grande île du Golfe Persique, ces réseaux de tunnels s'étendraient sur des dizaines de kilomètres sous la surface, creusés à des profondeurs et selon des configurations conçues précisément pour déjouer l'analyse d'imagerie satellitaire que les services de renseignement américains et israéliens appliquent continuellement aux infrastructures militaires iraniennes depuis des décennies. À Bandar Abbas, principale base des forces navales du CGRI et port commercial par lequel transite une part importante des importations iraniennes, le CGRI a construit des bases navales souterraines à des profondeurs qui rendent la détection satellitaire extrêmement difficile en temps de paix, lorsque les points d'accès des installations sont scellés et que les signatures thermiques et acoustiques de leur contenu ne sont pas détectables depuis l'orbite. Le CGRI appelait ces installations des villes de missiles. Le nom n'était pas une exagération et il n'avait pas été choisi pour un effet rhétorique. À l'intérieur de ces fortifications se trouvaient des stocks de missiles de croisière anti-navires Nour et Qader, des systèmes dérivés de technologies chinoises dont la portée et les capacités de charge explosive en faisaient de véritables menaces pour les navires traversant les eaux confinées du détroit.
des missiles balistiques Zolfaghar avec des portées dépassant 1000 km, d'anciens systèmes Silkworm pour des frappes à courte portée contre des pétroliers dans les eaux confinées près des approches nord du détroit. Et aux côtés des missiles, des centaines de vedettes d'attaque rapide que le CGRI désignait en interne comme des guêpes rouges, abrités dans des installations côtières creusées dans la montagne conçues pour des tactiques d'essaim. La doctrine opérationnelle consistait à submerger un navire plus grand et plus performant par le nombre, la vitesse, des vecteurs d'approche coordonnés et la saturation de ces systèmes défensifs avec plus de contacts simultanés qu'un seul système défensif ne peut en traiter avant qu'un ou plusieurs d'entre eux atteignent la portée tir. C'était l'architecture iranienne de déni d'accès maritime. Son objectif était de créer une menace crédible contre toute force navale opérant près du détroit, suffisante soit pour dissuader la puissance navale américaine d'imposer un blocus ou un régime de sanctions, soit pour imposer des coûts suffisamment catastrophiques aux moyens navals américains, si la dissuasion échouait, pour que la volonté politique de maintenir cette application s'effondre sous le poids des pertes. Le problème pour les États-Unis était fondamental et il l'était depuis aussi longtemps que le réseau souterrain du CGRI existait. Tant que les forces iraniennes restaient sous terre, elles étaient opérationnellement intouchables. On ne peut pas légalement frapper des installations souterraines en territoire souverain iranien sans le type de preuve d'activité militaire active émanant de ces installations que leur conception souterraine avait précisément pour but d'empêcher d'atteindre les capteurs satellitaires. On ne peut pas confirmer la disposition précise et le contenu d'installations dissimulées par la seule imagerie aérienne lorsque leur conception a précisément intégré les contre-mesures qui neutralisent la collecte par imagerie aérienne. Et on ne peut pas les frapper sans déclencher une escalade plus large dont les coûts juridiques et diplomatiques internationaux dépassent le bénéfice militaire précis d'une frappe préventive. Les États-Unis ont donc conçu une situation dans laquelle l'Iran ouvrirait volontairement les portes des tunnels. Et la logique stratégique du piège était, avec le recul, remarquablement nette dans sa conception et remarquablement patiente dans son exécution. Placés dans le détroit des moyens visibles et provocateurs, 3 destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, l'USS Mason, l'USS Truxtun et l'USS Rafael Peralta, traversant le détroit d'Ormuz dans le cadre de la mission d'escorte navale Project Freedom, en cours depuis le début du blocus. Sur papier, il s'agissait de transit de routine. En pratique, ces navires étaient positionnés là où ils étaient précisément parce qu'ils étaient conçus pour être vus, pour provoquer et pour absorber le premier mouvement, pendant que l'architecture de force prépositionnée autour d'eux attendait le moment où le CGRI ne pourrait plus résister. Faire coïncider ce positionnement avec une pression économique suffisante provenant du blocus en cours, de sorte que les commandants du CGRI opèrent dans un environnement de panique institutionnelle, à cette semaine de saignée des revenus d'exportation des pétroliers, à cette pression politique d'un gouvernement civil que le CGRI avait effectivement marginalisé, mais dont il devait néanmoins gérer les conséquences de la détérioration économique. Assez de pression institutionnelle interne de factions du CGRI en concurrence pour leur pertinence dans une structure de commandement de guerre pour que la tentation de frapper devienne irrésistible, parce que frapper semble être la seule action disponible qui démontre que le CGRI est encore une force militaire crédible, plutôt qu'une organisation qui se contente d'encaisser les coups. Puis, attendre. La direction du CGRI subissait une véritable tension institutionnelle dans les semaines précédant le 7 mai. Le blocus avait progressivement érodé les revenus d'exportation pétrolière de l'Iran. Chaque semaine apportait moins de barils exportés, plus de pression à la baisse sur le rial et plus de questions internes sur la capacité de la stratégie du régime à produire la capitulation politique américaine qu'elle était censée finir par forcer. Les commandants navals du CGRI évoluaient dans ce que plusieurs récits décrivent comme un environnement où le récit intérieur de l'organisation, celui d'un brave CGRI tenant la ligne contre l'agression américaine, devenait de plus en plus difficile à soutenir dans un environnement informationnel où les conséquences économiques du blocus étaient visibles pour chaque citoyen iranien qui payait sa nourriture, ses médicaments et son électricité.
Lorsque 3 destroyers américains sont apparus dans le détroit dans la configuration précise que la doctrine d'attaque du CGRI avait répétée comme scénario déclencheur, les hauts commandants du CGRI ont apparemment conclu que le moment stratégique était arrivé. Un différend diplomatique entre les États-Unis et les États du Golfe avait brièvement restreint l'accès américain aux bases d'une manière que le renseignement du CGRI a interprété comme une fenêtre temporaire dans la couverture de la posture de force américaine. L'occasion, ont-ils calculé, ne se présenterait pas de nouveau, ils se trompaient de manière catastrophique. Les preuves de prépositionnement sont l'indicateur le plus révélateur de la profondeur avec laquelle les États-Unis avaient anticipé cette décision. Avant l'attaque du CGRI, au moins 5 avions de ravitaillement cassés, un 3-5 avait décollé des Émirats arabes unis. 4 autres avions ravitailleurs étaient en vol au-dessus d'Israël et de la Jordanie. Ce type de soutien aérien, de ravitaillement prépositionné, ne s'improvise pas en réaction à une attaque inattendue. Les avions ravitailleurs nécessitent des temps de lancement, de transit et d'établissement de circuits qui précèdent les événements qu'ils sont positionnés pour soutenir. Leur prépositionnement avant même que le CGRI ait tiré sa première arme signifie que le commandement central des États-Unis avait reçu un renseignement crédible sur les intentions d'attaque du CGRI et avait activé une séquence de contre-frappes pré-planifiée avant le lancement d'une seule arme iranienne. Le piège n'était pas seulement tendu, il était déjà en train de se déclencher lorsque les commandants du CGRI ont donné l'ordre d'ouvrir les portes des tunnels. L'architecture militaire américaine plus large autour du détroit, dans la nuit du 7 mai, complète le tableau opérationnel. 3 groupes aéronavals, l'USS Abraham Lincoln, l'USS Gerald R., Ford et un 3e groupe aéronaval, arrivé au début de mai, constituaient la plus grande concentration de puissance navale américaine dans la région du Golfe Persique depuis des décennies. Leurs ponts d'envol combinés transportaient des chasseurs furtifs F-35C, des F, ADX-8T, F Super Hornet et des avions de guerre électroniques EA-1-8G Growler. À terre, des Thunder Raptor étaient positionnés en Israël, des F-15 en Jordanie, des F-6 en Arabie Saoudite, des drones de surveillance longue endurance MQ-4C Triton effectuaient des orbites continues depuis les Émirats arabes unis, construisant le tableau de renseignement aérien persistant qui permettait à chaque élément de la structure de forces américaines de suivre chaque mouvement dans le détroit en temps réel. Les États-Unis pouvaient voir tout ce qui était dans l'eau, tout ce qui était dans les airs et tout ce qui sortait des portes des tunnels pendant que le CGRI activait sa séquence d'attaque. L'Iran ne pouvait presque rien voir de ce que les États-Unis voyaient. L'environnement informationnel était aussi asymétrique que l'environnement des capacités militaires, et c'est cette asymétrie informationnelle, plus encore que l'asymétrie des systèmes d'armes, qui a déterminé l'issue du 7 mai avant même que la première arme soit tirée. Parlons maintenant de ce que le CGRI a réellement lancé, parce que comprendre l'ampleur et la sophistication de l'attaque qu'il a tentée est essentiel pour comprendre à quel point la défaite qu'il a subie a été complète. Le CGRI a activé ce qui ressemblait à un ensemble de frappes coordonnées au niveau doctrinal, du type que les planificateurs militaires iraniens avaient passé des années à répéter comme réponse à la suprématie navale américaine dans le détroit. Des essaims de drones kamikazes comme première couche de saturation, conçus pour consommer la capacité d'interception défensive américaine en forçant les navires défenseurs à engager un grand nombre de systèmes d'attaque à usage unique, relativement peu coûteux, approchant simultanément depuis plusieurs vecteurs. Un mélange de missiles balistiques et de missiles de croisière comme couche de pénétration destinés à exploiter toute brèche dans la couverture de défense aérienne que les essaims de drones auraient saturé. Et des vedettes d'attaque rapide armée, y compris les navires lance-missiles Hadar 110 que le CGRI avait dévoilés publiquement quelques mois plus tôt seulement, en février 2025, et qui représentait la plus récente expression de la doctrine de dessin et de frappe maritime de l'organisation, opérant ensemble dans un assaut en couche que les planificateurs opérationnels du CGRI avaient conçu pour submerger tout système défensif unique par une pression multidomaine simultanée. C'était pas une agression improvisée, c'était la doctrine de guerre asymétrique pratiquée du CGRI, exécutée à l'échelle opérationnelle pour laquelle elle avait été conçue. Le type d'attaque coordonnée multi-axe et multidomaine par saturation
que les planificateurs iraniens avaient répété pendant des années comme leur réponse précise à la suprématie navale américaine dans les eaux confinées du détroit, où la géographie limite l'espace de manœuvre dont les forces technologiquement supérieures dépendent normalement. Et puis le système de combat Aegis a répondu. Le système de défense antimissile balistique Aegis est la plateforme qui fait des 3 destroyers de classe Harley-Burke, le mécanisme précis du piège dont les États-Unis avaient besoin pour cette opération. Aegis est capable de suivre simultanément des centaines de cibles aériennes, d'évaluer chacune selon son niveau de menace et sa classification, puis de lancer des intercepteurs en quelques secondes après l'identification de la menace, sans nécessiter d'autorisation humaine pour chaque décision d'engagement individuel. C'est, dans le langage précis de l'ingénierie des systèmes militaires, un système d'engagement en boucle fermée. Il traite l'environnement de menace et exécute sa séquence d'engagement plus vite que n'importe quel cycle de décision humain ne peut intervenir. Dans la nuit du 7 mai, les systèmes Aegis à bord de l'USS Mason, de l'USS Truxtun et de l'USS Rafael Peralta ont traité toute la vague d'attaques coordonnées du CGRI et l'ont détruite avec une complétude qui a permis au commandement central des États-Unis de confirmer ensuite qu'aucun des 3 destroyers n'avait subi de dommages et qu'il n'y avait eu aucune perte américaine. Les essaims de drones ont été interceptés avant d'atteindre leur portée efficace de tir. Les missiles de croisière ont été abattus. Les vedettes d'attaque rapide qui sont entrées dans l'eau ont été coulées. Les navires radar 110, qui représentaient la plus récente expression de la doctrine de frappe maritime du CGRI, ont été engagés et éliminés. Les guêpes rouges avaient finalement quitté les tunnels. Et dès qu'elles l'ont fait, les systèmes satellitaires américains et les drones de surveillance MQ-4C Triton, qui effectuaient des orbites continues depuis les Émirats arabes unis, ont suivi leur point de lancement en temps réel, produisant les coordonnées de ciblage que les avions ravitailleurs cassaient. Un 3-5 prépositionné était déjà en mesure de soutenir. Avant même que la fumée de l'attaque iranienne se soit dissipée, des frappes américaines touchaient déjà les installations d'où ces armes avaient émergé. Les frappes de représailles n'étaient pas indiscriminées. Elles étaient directement liées aux installations que le CGRI avait exposées pendant l'attaque elle-même. Chaque point de lancement d'où les armes du CGRI avait émergé pendant l'attaque était une coordonnée que l'architecture de ciblage américaine avait suivie en temps réel. L'approche de ciblage reflète la doctrine plus large guidée par le renseignement. Montrez-moi où vous êtes et je détruirai l'endroit d'où vous venez. Bandar Abbas, la principale base des forces navales du CGRI, a été frappée. Le port de l'île de Keshm et les installations navales du CGRI ont été visés. Le complexe portuaire de Barman a été touché. Des positions de lancement de missiles et de drones à Sirik et Bandar Khomeini ont été détruites. Un poste de contrôle de la police navale du CGRI à Minab a été frappé. Chacune de ces cibles correspondait précisément à un actif ou à un point de lancement que le CGRI avait lui-même activé et exposé pendant l'attaque. Le tableau de renseignement que des mois d'analyse d'imagerie satellitaire, de collecte de signaux, de développement de renseignements humains et de surveillance aérienne persistante n'avait pas réussi à établir entièrement, parce que les installations étaient souterraines et scellées, a été livré volontairement et complètement par la décision même du CGRI d'activer ces installations pour une frappe que les systèmes Aegis ont absorbée sans dommage. Le CGRI avait passé des décennies à dissimuler soigneusement ces villes de missiles à la collecte de renseignements américaine. En une opération d'une seule nuit, il a révélé l'emplacement, la configuration des points d'accès et l'inventaire des systèmes d'armes d'installation qui avaient été dissimulés avec succès à la base de données de ciblage. Le piège a produit exactement la liste de cibles que les États-Unis avaient passé des années à essayer de bâtir par d'autres moyens, et l'organisation qui est entrée l'a fait en croyant exécuter le coup militaire décisif qui démontrerait l'inutilité apparente de la puissance navale américaine dans le détroit et forcerait Washington à négocier selon les conditions du CGRI. Parlons maintenant de ce que la réponse propagandiste du CGRI au 7 mai révèle sur l'état de la psychologie institutionnelle de l'organisation, parce que l'écart entre ce que la doctrine du CGRI a produit cette nuit-là et ce que le CGRI
a dit à sa population qu'elle avait produit est l'aspect le plus révélateur psychologiquement de tout l'engagement. Les médias d'État iraniens ont diffusé une version du 7 mai très différente de ce que produit le dossier opérationnel. Les déclarations officielles de l'armée iranienne ont affirmé qu'au moins 3 navires de guerre américains avaient été touchés et avaient fui le détroit. La télévision d'État a diffusé une couverture célébratoire avec des graphiques montrant des missiles iraniens frappant des navires américains. Des foules se sont rassemblées sur la place de la Révolution, à Téhéran, croyant sincèrement sur la base des reportages de leur gouvernement, que l'Iran avait porté un coup historique à la puissance navale américaine, le genre de coup que le récit porté par la direction du CGRI promettait à sa population comme possible depuis 47 ans d'histoire institutionnelle. Aucune des affirmations du CGRI n'a été corroborée par des preuves indépendantes. Il n'existe aucune photographie de navires de guerre américains endommagés, aucune interception de signaux indiquant des appels de détresse de navires prenant l'eau, aucune image satellite montrant des destroyers américains avec des dommages visibles, aucun rapport d'autorité maritime alliée ou neutre signalant des navires américains désactivés dans le détroit ou à ses approches. Le commandement central des États-Unis a explicitement démenti ces affirmations et les 3 destroyers ont ensuite été localisés sans dommages visibles. La machine de propagande avait raconté une histoire que le monde observable ne confirmait pas. Dans cet écart entre la victoire déclarée par le CGRI et la défaite documentée par le dossier opérationnel se trouve la conséquence stratégique à long terme la plus importante du 7 mai pour la légitimité interne de la République islamique. La propagande n'est pas simplement un outil de communication pour les gouvernements autoritaires. C'est un mécanisme de légitimité interne dont dépend toute la revendication de gouvernance du régime. Lorsqu'un régime dit à sa population qu'il a remporté une bataille et que la population n'a aucun moyen indépendant de vérifier cette affirmation, le récit tient tant que l'environnement informationnel demeure scellé. Mais l'écart entre l'histoire officielle et la réalité observable a tendance à s'élargir avec le temps, d'une manière que même le contrôle informationnel le plus complet ne peut pas entièrement empêcher. Les images satellites circulent dans les réseaux de la diaspora. Les proches des travailleurs portuaires à Bandar Abbas voient les infrastructures endommagées que les médias d'État disent ne pas être endommagées. Les conséquences économiques du blocus continu se font sentir dans les prix de la nourriture et la disponibilité du carburant, peu importe ce que dit la télévision. Et l'image du président Pezeshkian, rencontrant ce que les médias sociaux iraniens ont décrit comme une silhouette en carton du guide suprême Khamenei, des images qui ont généré un débat public sérieux sur l'état réel de la direction iranienne, plutôt que d'être immédiatement rejeté comme de la désinformation étrangère, est le symptôme d'une population dont la confiance dans la gestion de l'information par son gouvernement est à son point le plus fragile de l'histoire du conflit. La machine de propagande du CGRI s'est peinte dans un coin le 7 mai et elle n'a pas été capable d'en sortir dans les 10 jours qui ont suivi l'engagement. Après avoir déclaré victoire dans une bataille qu'il a perdue de manière complète, le CGRI doit maintenant expliquer pourquoi le blocus continue, pourquoi les revenus pétroliers restent à zéro, pourquoi les réservoirs de stockage de l'île de Karg sont tellement pleins que les opérations de chargement ont cessé et qu'une nappe de pétrole de 60 et 11 km s'étend dans les eaux adjacentes. Pourquoi l'infrastructure portuaire de Bandar Abbas est encore endommagée et pourquoi la situation stratégique ne s'améliore dans aucune des dimensions que la victoire revendiquée du 7 mai était censée avoir changé. La victoire de propagande et la défaite opérationnelle sont irréconciliables et l'écart entre les deux s'élargit chaque jour que le blocus se poursuit et chaque baril de pétrole qui ne peut pas être exporté. Relions maintenant directement le 7 mai à ce qui se passe aujourd'hui, le 18 mai 2026, parce que tout ce qui s'est produit depuis cette nuit est la conséquence de ce que cette nuit a révélé et de ce qu'elle a détruit. La doctrine de déni d'accès maritime du CGRI était le cœur idéologique et pratique de sa prétention à être une force militaire crédible contre un adversaire technologiquement supérieur. L'argument précis était que la géographie confinée du détroit d'Ormuz, combinée à la capacité de la doctrine d'essaim de saturer
tout système défensif unique par une pression multidomaine simultanée donnait au CGRI un avantage asymétrique qui annulait la supériorité technologique navale américaine dans le point d'étranglement de 20 et 1 000 marins. Cet argument était le fondement stratégique de tout ce que le CGRI disait au gouvernement iranien, à la population iranienne et à ses réseaux de procuration sur les raisons pour lesquelles la résistance à la pression américaine était viable et sur les raisons pour lesquelles les coûts de cette résistance valaient la peine d'être supportés. Dans la nuit du 7 mai, 3 destroyers équipés d'Aegis ont démontré de manière concluante que cet argument était faux. Le modèle de menace précis autour duquel le CGRI avait bâti sa doctrine des SEM, des attaques de saturation multi-axes et multidomaines dans des eaux littorales confinées, est précisément le modèle de menace que le système de combat Aegis avait été conçu pour vaincre. Le système avait été bâti avec la doctrine opérationnelle spécifique du CGRI comme l'une de ses principales exigences de conception. L'attaque du CGRI du 7 mai n'a pas été une surprise pour le système Aegis, c'était le scénario que le système avait été conçu pour traiter. Et il l'a traité complètement, sans pertes américaines et sans dommages aux navires américains, tout en exposant simultanément les installations souterraines dont les données de ciblage étaient recherchées par les États-Unis depuis des décennies. La doctrine a échoué. Les installations ont été exposées et frappées. La victoire de propagande revendiquée dans le sillage de cet échec devient de plus en plus difficile à maintenir face à la réalité économique et opérationnelle observable. Et l'organisation qui a échoué le 7 mai a maintenant, le 17 mai, frappé une centrale nucléaire pendant un cessez-le-feu. Cette escalade n'est pas le comportement d'une organisation qui croit avoir gagné le 7 mai, c'est le comportement d'une organisation qui sait qu'elle a perdu et qui tente de trouver un levier que sa doctrine conventionnelle échouée ne peut pas produire. La frappe contre la centrale nucléaire de Baraka le 17 mai est la descendante directe de l'échec du 7 mai. Lorsque la doctrine de déni d'accès maritime échoue, lorsque les villes de missiles ont été exposées et frappées, lorsque les 159 navires sont au fond du golfe Persique, lorsque la présence de vedettes d'attaque rapide dans le détroit est passée de 40 bateaux par transit à 2 ou 3, lorsque les villes de missiles souterraines ont été éliminées et que 90% de la base industrielle de défense a été détruite, l'organisation qui a construit son identité institutionnelle autour de sa capacité militaire n'a plus qu'une seule carte au-dessus du seuil militaire conventionnel. La menace contre des cibles que la communauté internationale a spécifiquement et légalement interdit d'attaquer. Des centrales nucléaires, des infrastructures civiles dont les dommages pourraient produire des conséquences qui dépassent la géographie du conflit ayant produit l'attaque. Voilà la frappe de Baraka, voilà ce que l'échec complet, le 7 mai, de la doctrine de déni d'accès maritime du CGRI a produit 10 jours plus tard. Une organisation qui a épuisé ses options militaires conventionnelles se tourne vers la menace escalatoire non conventionnelle comme le seul instrument restant disponible. Et la réponse de l'armée américaine, des patrouilles aériennes de combat continuent au-dessus du détroit, des F-35 qui maintiennent la couverture aérienne, ayant éliminé l'espace par lequel le drone de Baraka a atteint le périmètre de la centrale nucléaire, le secrétaire à l'énergie déclarant publiquement que la méthode militaire sera employée dans les prochains jours, le New York Times rapportant que les opérations pourraient commencer dès cette semaine. C'est la réponse à cette tentative d'escalade que chaque indicateur militaire dans le théâtre est positionné pour livrer. Passons maintenant à la dimension économique du piège que le 7 mai a complété, parce que l'engagement militaire n'était qu'une couche de la pression que la nuit du 7 mai était conçue pour appliquer. Et la couche économique fonctionne continuellement depuis que l'engagement a produit la liste de cibles qui a détruit l'infrastructure militaire côtière de l'Iran. L'Iran produit entre 2 et 5 millions de barils de pétrole par jour, selon les cycles d'entretien des champs et les décisions de gestion de la production. Presque toute cette production doit passer par des terminaux d'exportation maritime concentrés sur la côte du golfe Persique ou près de celle-ci, là où l'architecture d'application du blocus est positionnée. Lorsque les exportations sont bloquées, le pétrole ne cesse pas d'être produit.
Il continue d'être extrait des champs au taux de production que la gestion des réservoirs exige et il n'a nulle part où aller. La capacité totale de stockage pétrolier de l'Iran est estimée entre 40 et 90 millions de barils selon les installations prises en compte et leur état opérationnel actuel. Dans un scénario de pleine production, avec le blocus d'exportation quasi complet actuellement en vigueur, cette capacité de stockage se remplit en quelques semaines. Lorsqu'elle se remplit, les planificateurs énergétiques iraniens font face à un choix sans bonne option, réduire la production et accepter des pertes directes de revenus qui se chiffrent à des centaines de millions de dollars par jour, tout en risquant les dommages aux réservoirs que des réductions rapides de production peuvent produire dans certaines formations géologiques, ou continuer à produire et risquer les dommages physiques aux pipelines et aux infrastructures de stockage qui surviennent lorsque la pression augmente dans des systèmes conçus pour maintenir un flux continu de pétrole brut. Le pétrole brut lourd, qui constitue une part importante de la production iranienne, est particulièrement impitoyable lorsque le flux ralentit ou s'arrête. Les cires et les asphaltènes présents dans le brut lourd augmentent à mesure que les débits diminuent, causant des blocages qui réduisent l'efficacité du transport et, dans les cas graves, produisent des dommages qui nécessitent des réparations coûteuses et longues. Les images satellites montrant l'absence d'activité de pétroliers aux terminaux de chargement de l'île de Karg lors de plusieurs fenêtres d'observation consécutives, combinées à la nappe de pétrole de 60 et 11 km qui s'étend dans les eaux adjacentes, constitue la preuve visuelle de la crise de stockage que la confirmation de l'efficacité du blocus par l'engagement du 7 mai produit depuis des semaines. Et la perte quotidienne de revenus de 500 millions de dollars que le blocus inflige est l'arithmétique économique de ce qui arrive lorsqu'un pays dont les revenus gouvernementaux dépendent à 70% des exportations pétrolières ne peut pas exporter de pétrole. Les positions de la Chine et de la Russie dans ce conflit méritent la précision analytique que le cadrage stratégique de la solidarité des grandes puissances avec l'Iran ne fournit pas. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole brut iranien. Elle a condamné rhétoriquement les actions militaires américaines dans le détroit. Elle n'a pas déployé de moyens navals pour soutenir l'Iran. Elle n'a pas menacé de conséquences pour les frappes américaines contre les infrastructures militaires iraniennes et elle n'a rien offert qui ressemble à un engagement concret de sécurité envers l'intégrité territoriale de l'Iran ou sa capacité continue d'exporter du pétrole. La relation de la Chine avec l'Iran est transactionnelle à sa base. La Chine achète du brut iranien avec un rabais important par rapport au prix du Brent, parce que le brut iranien est sanctionné et donc disponible pour les acheteurs prêts à absorber le risque de sanctions secondaires à un prix qui reflète ce risque. Cette relation transactionnelle ne va pas jusqu'à risquer des navires chinois ou du personnel chinois dans une confrontation avec la marine la plus capable au monde pour du pétrole que la Chine peut se procurer en Arabie Saoudite, en Irak, au Brésil et, de plus en plus, aux États-Unis à des prix compétitifs en vertu de l'engagement américain de 600 000 barils par jour de brut que Xi Jinping a pris lors du sommet de Beijing la semaine dernière. Xi a dit à Trump qu'il ne fournirait pas d'équipement militaire à l'Iran. Xi a cosigné les lignes rouges américaines sur les armes nucléaires iraniennes et la réouverture du détroit d'Ormuz. Xi a dit si je peux être utile de quelque manière que ce soit, j'aimerais aider. Ce n'est pas la posture d'un gouvernement chinois qui entend absorber les coûts stratégiques et économiques de la défense de la position iranienne contre une force qu'il a conclu être en train de gagner. La position de la Russie est plus tranchante sur le plan rhétorique, mais encore plus révélatrice sur le plan pratique. Moscou a condamné les actions américaines dans des termes conçus pour la consommation intérieure russe et pour la performance de solidarité anti-américaine que ces relations d'alliance exigent. Mais Moscou a aussi été le principal bénéficiaire financier de la fermeture du détroit d'Ormuz que sa rhétorique dénonce. Lorsque les exportations pétrolières iraniennes sont bloquées et que les prix mondiaux du pétrole dépassent 100 $ le baril, chaque baril de brut russe qui atteint un acheteur est vendu à un prix gonflé par la perturbation de l'approvisionnement que le blocus a créé. Chaque pétrolier qui rebrousse chemin à Ormuz représente un baril que les acheteurs se procurent auprès de fournisseurs alternatifs, y compris la Russie. Moscou ne va pas prendre des mesures qui mettraient fin à une situation qui lui génère des centaines de millions de dollars par jour en revenus pétroliers accrus.
Les vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies seront utilisés. Au-delà des vétos, l'Iran est opérationnellement seul. Voici l'évaluation honnête complète de l'état de ce conflit au 18 mai 2026, avec l'héritage du piège du 7, mais pleinement intégré au tableau opérationnel actuel. La doctrine de déni d'accès maritime du CGRI a échoué complètement le 7 mai contre exactement le système défensif qu'elle était censée vaincre. Les villes de missiles dont il avait passé des décennies à empêcher l'exposition ont été exposées en une seule nuit par la décision même du CGRI de les activer. Les installations souterraines ont été frappées. La victoire de propagande déclarée dans le sillage de cet échec s'effondre sous le poids de la réalité économique et militaire observable. L'organisation qui a échoué a répondu en frappant une centrale nucléaire pendant un cessez-le-feu, ce qui est l'expression opérationnelle d'une institution qui a atteint la fin de ses options militaires conventionnelles et qui se tourne vers la menace escalatoire non conventionnelle comme dernier instrument restant. Le secrétaire à l'énergie a déclaré que la méthode militaire sera employée dans les prochains jours s'il n'y a pas de voie vers un règlement diplomatique. Le New York Times a déclaré que les opérations pourraient commencer dès cette semaine. Des opérateurs de la Delta Force sont au Moyen-Orient depuis mars en attendant l'autorisation liée à Ispahan. Les F, Sesseja Wild Weasel, intensifient leur sortie. Les RC, 135 Rivet Joint, construisent le tableau de ciblage à 40 000 pieds. Les E, 2D Advanced Hawkeye, suivent 2000 cibles simultanées à des portées dépassant 300 000 marins. Les GBU 5-7 Massive Ordnance Penetrator sont réapprovisionnés, l'opération Sledgehammer est nommée, Israël est à son niveau d'alerte militaire le plus élevé. Et l'Iran a frappé une centrale nucléaire pendant un cessez-le-feu la veille d'aujourd'hui. Le D3, à son point le plus étroit, mesure 54 km de large. Ce chiffre est devenu le fait géographique déterminant de ce conflit. Un corridor qui semble gérable sur une carte, mais qui dans la pratique est contrôlé par celui qui possède les navires les plus capables, la défense aérienne la plus efficace, le tableau de renseignement le plus complet et la volonté la plus patiente d'attendre qu'un adversaire ouvre les portes de ces tunnels et révèle exactement ce qu'il cachait. Dans la nuit du 7 mai, aucun de ces avantages n'appartenait à Téhéran. Le 18 mai 2026, 10 jours après le 7 mai et un jour après la frappe contre la centrale nucléaire de Baraka, aucun de ces avantages n'est revenu à Téhéran. Le piège a produit la liste de cibles. La liste de cibles a produit les frappes. Les frappes ont produit l'échec de propagande. L'échec de propagande a produit le désespoir institutionnel. Le désespoir institutionnel a produit la frappe de Baraka. Et la frappe de Baraka a produit la prochaine phase du calendrier opérationnel que les Wild Weasel, en intensifiant leur sortie ce matin, commencent déjà à exécuter. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.